2024 a été une année très marquante à la WWE. Pouvez-vous seulement imaginer qu'on y a eu Roman Reigns, The Rock, John Cena, Randy Orton, CM Punk, l'Undertaker, Cody Rhodes et j'en passe. C'était clairement mouvementé, avec une fédération de Stamford qui n'a pas arrêté de battre des records financiers et numériques en tout genre. Mais quels ont été les véritables visages de l'année? Quels ont été ses plus gros temps forts? Prenez place sur le banc, c'est l'heure de faire le bilan. Tonight is the night I knock CM Punk on his ass. Quel est le match de l'année selon moi? À mes yeux, qui sont les superstars masculines et féminines de 2024? Et la rivalité alors? Est-ce que j'ai réussi à faire un choix définitif? Vous l'aurez compris, c'est un peu l'heure de faire nos Slammy Awards, mais version Johnny Cash. Tout naturellement, tout ça, c'est purement subjectif. Certains se lécheront les babines en découvrant mes vainqueurs, d'autres sauteront peut-être au plafond. Mais toute l'idée, c'est que vous me disiez aussi les vôtres et qu'on partage nos avis, parce que ça, c'est le catch comme on l'aime. Vous êtes bien sur Johnny Catch, les grands gagnants de l'année 2024 à la WWE. C'est parti. Et commençons sans plus attendre par les différentes catégories que je mets dans ces Slammy Awards version Johnny Catch. Or, c'est pour moi les plus importants, ceux où il y a le plus, on va dire, déjà de prétendants, et puis les plus intéressants. Superstar masculine de l'année, superstar féminine de l'année, segment de l'année, et oui, c'est vrai que ça, c'est peut-être quelque chose qui est venu dans, on va dire, les nouvelles tendances à la WWE, le fait de faire des segments vraiment très spéciaux, très marquants, parfois dignes du cinéma, et donc lequel a été pour moi le meilleur de l'année, qui est aussi dans les catcheurs et les catcheuses, la révélation de l'année, le catcheur qui a peut-être le plus explosé, on va dire, devant le monde entier, qui a fait la plus forte impression parmi un peu les nouveaux catcheurs, ceux qu'on a peut-être découverts, en tout cas qui ont vraiment pris une autre dimension en 2024. Ensuite, la rivalité de l'année, ça c'est particulièrement excitant, et croyez-moi, vous allez voir, ça n'a pas été facile, nom d'un chien, et c'est vrai, en même temps c'est bon signe, hein. Quand c'est pas facile de déterminer qui est le vainqueur, c'est quand même bon signe. Et bien sûr, le match de l'année. Évidemment, soyez rassurés, tout ça n'est que subjectif comme je vous l'ai dit. Il y a à chaque fois eu des hésitations, bien sûr, parce que c'est loin d'être facile, et évidemment, je compte sur vous pour donner votre avis à vous. En tout cas, on commence donc par la superstar masculine de l'année, et pour moi, entre qui ça se jouait? Déjà, je vous cache pas que je me suis tout de suite dit, il y a quand même un critère important pour désigner la superstar masculine de l'année. Enfin, même si on pourrait se dire, quels sont les critères justement? Est-ce que c'est la présence? Est-ce que c'est purement la qualité de la présence, même s'il y a très peu de présence? Est-ce que c'est la qualité des matchs? Est-ce que c'est la qualité des promos, des histoires, des rivalités? Qu'est-ce qui est vraiment le plus important pour regarder qui est la superstar masculine de l'année? Et dans cette optique-là, je me suis dit, autant, vous le savez, sur la chaîne, les fidèles le savent, je suis fan de Roman Reigns, évidemment, et je suis un observateur attentif et passionné de tout ce qui le concerne, de tout ce qui concerne la Bloodline, aussi de tout ce qui concerne The Rock, mais je me suis dit, et ça vous montre quand même on va dire, ma bonne volonté, parce que j'aurais pu être seulement dans le fanatisme et dire, non, c'est Roman Reigns, alors certes il a perdu son titre à WrestleMania 40, mais c'est lui qui nous a offert plein de scènes cinématiques en l'occurrence qui ont été géniales, plein de matchs qui ont été des histoires marquantes et intéressantes, les plus intéressants de l'année, en tout cas parmi les plus intéressants, j'aurais pu, mais je me suis dit, c'est quand même pas très correct, je trouve, de lui donner ce titre-là, ce trophée-là, alors que entre WrestleMania 40 et SummerSlam, il n'était pas là. Et c'est même pas tout, le reste du temps, il était même pas là chaque semaine, hein, Roman Reigns. Alors évidemment, j'ai pas un regard bébête qui se limite à la quantité plutôt que la qualité. Il vaut mieux quelqu'un qui est là une fois par mois, mais quand il est là, c'est génial, plutôt que toutes les semaines et que ce soit random, que ce soit moyen. Il vaut mieux la qualité au-dessus de la quantité. Évidemment, le mieux, c'est qualité et quantité, hein, bien sûr. Mais bon, pour Roman Reigns, c'est soit l'un, soit l'autre, j'ai l'impression. Même si, il faut aussi reconnaître qu'il a quand même été assez présent. Donc, il a quand même été à Bad Blood, à Crown Jewel,
à Survivor Series War Games, on va dire que toute la fin d'année 2024, à l'exception de Saturday Night's Main Event, il a quand même été très présent, même si dans les weeklies, il n'y était pas tout le temps. Tout ça pour vous dire que pour moi, Roman Reigns ne pouvait... Enfin, ce serait injuste par rapport à certains de lui donner ce titre à lui en 2024. Même si ce qu'il a fait, pour moi, a très souvent été génial. Donc pour moi, qui sont les prétendants vraiment sérieux à ce titre? Je mets Cody Rhodes, CM Punk, Drew McIntyre, Gunther et Damien Priest. Pour moi, ça se joue entre ceux-là. Pourquoi? N'ayez pas peur, je vais tout justifier, bien sûr. Cody Rhodes, clairement, c'est son année, 2024. Même si on aurait pu dire pareil pour 2023, où il a été, en l'absence de Roman Reigns, le champion sans titre, sans ceinture de la WWE, à être à tous les shows, à être dans les médias, en tout cas à faire des interviews avec les médias de catch, à être sur tous les fronts pour la WWE. Et en 2024, ça a été la concrétisation pour lui de tout ça, en finissant son histoire, cette quête depuis son retour à la WWE. Donc clairement, rien que pour ça, rien que pour ce moment marquant et le fait que il a vécu son grand moment, il est forcément nominé. Ensuite, je mets CM Punk parce que oui, si je fais le bilan de son année, alors certes, elle avait mal commencé en se blessant et en n'ayant donc pas de match à WrestleMania, mais il a quand même su se rendre divertissant à cette époque-là, sans même pouvoir catcher, avec des bonnes promos, avec un rôle de commentateur à WrestleMania malgré tout, ce qui était quand même marquant, et puis il a quand même été impliqué autour de Drew McIntyre, on va dire, pour résumer. Donc il le mérite, et puis évidemment par la suite Punk, à partir du moment où il était apte à nouveau, c'est une rivalité contre Drew McIntyre, des matchs, toute une histoire développée sur des mois, puis c'est même pas tout, un retour pour War Games où il a été le membre un peu surprise de l'OG Bloodline, avec un segment incroyable avec Roman Reigns. Ensuite, un segment qui préparait sa rivalité à venir contre Seth Rollins. Donc une année quand même bien remplie et un CM Punk qui, pour moi, mériterait vraiment ce titre-là, parce que je trouve que tout ce qu'il a fait, partout où il a été impliqué en 2024, CM Punk, rien ne m'a déçu. Ses promos, je l'ai toujours trouvé bon, mais bon, ça, il est très fort au micro, ça c'est pas nouveau. Je trouve aussi que physiquement, il a step up. CM Punk, je trouve qu'il s'est élargi, il s'est étoffé, et ça c'est aussi avec l'âge même. Je trouve qu'il ne dégage plus la même chose que par exemple à l'époque 2008 par exemple, rien à voir, le jour et la nuit. Et je trouve qu'il a vraiment progressé et qu'il est au sommet de son art, peut-être la meilleure période de sa carrière, c'est vrai, après toutes ces années. Mais bon, autre nominé, mais justement, on l'a mentionné, Drew McIntyre, qui lui, le fait d'être heel en 2024, l'a clairement aidé, l'a clairement renouvelé, alors que pourtant, même si je l'ai toujours bien aimé, surtout pour, on va dire, son parcours dans la vraie vie, pour autant, je trouvais que, par exemple, en 2020, quand il était champion à la WWE, notamment, j'ai toujours trouvé Drew McIntyre peut-être un petit peu trop lisse, un petit peu trop niais, mais ça c'est pas propre à lui, c'est propre au babyface à la WWE, et ça, dommage. Mais bon, pour autant, cette année 2024 montre qu'il a toujours eu le potentiel, et que c'était qu'une question de comment il était écrit ou utilisé, tout simplement. Et donc je le nomine, tout comme je nomine aussi Gunther. Enfin, quand je dis je nomine, je devrais plutôt dire j'hésite entre eux. Voilà, j'hésite entre ceux-là. Pour moi, les candidats sérieux, il y a Gunther quand même qui est quand même devenu champion poids lourd, est devenu quand même le champion de Monday Night Raw pendant toute la fin d'année 2024, qui a quand même eu des bons matchs, qui pour moi s'est quand même affirmé comme un des principaux heels à la WWE, et il a été bon, je trouve. Il a été un bon représentant de la compagnie en s'habillant bien, en accordant de l'importance à son statut de porte-étendard, donc bravo à lui pour ça. Et le dernier prétendant, je dirais, pour moi, ce serait Damien Priest, qui, je trouve, dans toute cette année 2024, le fait de se séparer avec le Judgment Day, enfin, en gros, tout ce qui a concerné le Judgment Day. Si je fais le bilan de la division féminine fin 2024, je me dis quels sont pour moi ceux qui sont vraiment les plus grandes stars, ceux qui ont le plus marqué tous ces derniers temps. Je trouve que Damien Priest,
il en fait largement partie de ces superstars-là. Je trouve que il a progressé dans l'ensemble. Bah, c'est simple, je trouve que en étant bien écrit, bien utilisé, évidemment, il pourrait être un peu l'Undertaker des temps modernes, hein, Damien Priest, je l'ai déjà dit. Et donc pour ça, je le nomine. Mais c'est l'heure de décider, et croyez-moi, c'est vraiment pas facile, mais je décide d'élire superstar masculine de l'année pour moi, Cody Rhodes. Et croyez-moi, c'était très serré dans ma tête, mais franchement, je me dis, le moment de finir son histoire, le moment WrestleMania 40, le match, tout le build-up, les moments qu'il a eu avec The Rock aussi, plus le fait donc qu'il a pris cette autre dimension en étant l'élu qui met fin au règne de Roman Reigns. Franchement, dites-moi si c'est pareil pour vous. Depuis le début du règne de Roman, enfin plus il a duré dans le temps, plus je me suis demandé, mais qui aura l'immense fardeau, enfin l'immense poids sur les épaules de succéder à Roman Reigns? Pas facile, loin d'être facile. Et donc c'est quand même Cody Rhodes et c'est très marquant. Après, évidemment, j'ai quand même quelques petites réticences sur ce qu'il a eu concrètement à partir du moment où il a été champion. Même si je trouve que pour terminer l'année, il a eu, en tout cas, il a entamé, ça s'est développé, on va dire, au fil des semaines, une rivalité intéressante et personnelle avec Kevin Owens. Je trouve que c'est peut-être sa meilleure rivalité en tant que champion. Après, je pourrais dire que ce qu'il a eu, l'interaction, enfin en tout cas ce chapitre qu'il a eu avec Roman Reigns, où ils ont été alliés pour Bad Blood, était aussi bien, enfin était intéressant. Enfin la situation était intéressante plutôt. Après bon, c'est sûr que il a souvent été, à partir du moment où en gros Solo Sikoa est venu s'en prendre à lui et la bloodline on va dire de Solo Sikoa, il a été un peu un figurant ou un personnage secondaire dans tout ce qui concernait la bloodline, malheureusement. Et puis pour moi, ce qui était avant était pas très riche, pas très profond, pas très divertissant. À mon goût en tout cas. Mais bon, il n'en demeure pas moins vrai que pour moi, c'est quand même la superstar de l'année. Le catcheur de l'année, celui qui a eu les trucs les plus marquants. Et donc, je le nomine. Passons maintenant, parce que il y a quand même d'autres catégories très importantes qui s'en viennent, à la superstar féminine de l'année. Et ça, pour moi, ça a été plus facile que superstar masculine. Mais encore une fois, c'est purement subjectif, hein, totalement. Par exemple, je pense que pas mal de fans de la WWE pourraient dire ça se joue entre une Liv Morgan qui, c'est vrai, et je la nomine pour ça, enfin en tout cas elle fait partie de mes candidates, c'est vrai que elle a championne quand même, elle a démarré, comme elle l'appelle, son Revenge Tour, elle a donc eu cette storyline avec Dominic Mysterio, ce rapprochement, et puis même ce personnage de petite peste qu'elle a développé au fil du temps, et c'est vrai que je trouve qu'elle est bien meilleure en heel, Liv Morgan, ça lui va mieux, alors qu'on se rappelle, il n'y a pas si longtemps, elle était babyface et je la trouvais beaucoup moins intéressante, mais bon, je n'hésite pas qu'avec elle, j'hésite aussi avec Bianca Belair, qui certes n'a pas eu la même année en termes de succès que par exemple 2021 pour elle, ou même 2022, hein. En gros, les 2 années où elle a gagné le titre à WrestleMania, c'est bon, même si 2021 c'était particulier encore plus parce qu'elle a gagné même le Royal Rumble, mais bon, Bianca Belair, c'est plus pour ce qu'elle représente quand je la vois dans les shows au quotidien en 2024. Je me dis, ça reste un peu un rayon de soleil, ça reste quand même une star, ça reste quand même une des catcheuses que je suis le plus heureux de voir quand elle est là, quand bien même elle a surtout fait du catch par équipe. Et sinon, je nomine aussi Rhea Ripley. Elle a quand même eu un rôle très marquant dans la division féminine. Elle est clairement un de ses visages. Donc elle méritait largement d'être nominée. Mais pour moi, la dernière nominée, c'est aussi ma gagnante. Alors là, est-ce que vous êtes choqués d'apprendre que c'est aucune des 3 que j'ai citées, la superstar féminine de l'année? Bon, en réalité, quand je vais vous dire qui c'est, ça va vous paraître quand même évident. Pour moi, la catcheuse, la superstar, elle, pour le coup, on peut dire que c'est une superstar féminine, qui m'a à la fois le plus diverti, qui m'a le plus intéressé, pour laquelle, pour finir 2024, je suis le plus intéressé de voir la suite.
de voir ce qu'elle va faire, de voir si elle aura du succès en 2025. Et donc, avec, on va dire, celle dont je suis le parcours avec le plus d'intérêt, bah pour moi, c'est Tiffany Stratton. Et oui, Tiffy Time, j'ai envie de vous dire. Tiffy Time, pourquoi? Parce que en 2024, elle a pris une autre dimension, Tiffany Stratton. Oui, oui, oui. Elle a gagné la mallette Money in the Bank. Elle a été, pour moi, un des visages importants à la WWE cette année. Et elle avait eu aussi à Elimination Chamber une première, si on peut l'appeler comme ça, très 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 mémorable, puisque les fans chantaient pour elle en Australie, ce qui est très marquant, alors qu'elle venait à peine de débarquer de NXT, et on peut dire qu'elle a fait une arrivée à pas d'éléphant dans la division féminine. C'est vrai, hein. Et tout ça donc a abouti à ce succès-là, Money in the Bank. Une histoire, ou plutôt une situation avec Nia Jax, que je trouve, bah franchement, la plus intéressante de la division féminine. C'est vrai, avec cette amitié qui est parfois sur le point d'exploser ou de se terminer à tout moment. On nous a teasé des cachines, on nous a montré une Tiffany tiraillée, et tout ça la rend intéressante. Donc j'ai envie de la nominer et de la faire gagner. Elle le mérite, et espérons qu'en 2025, ça se traduise par un premier titre de championne. Pour moi, elle le mériterait. Maintenant, on passe au segment de l'année. Alors pour moi, quand je me suis dit, c'est quoi pour toi, Johnny, la meilleure scène de l'année? Ben, je me suis dit, celle qui me viendrait tout de suite en tête en faisant le bilan de 2024, ben, je pense déjà aux scènes cinématiques. On en a parlé sur la chaîne, allez voir les vidéos dessus si c'est pas déjà fait. Vous saurez à quel point j'ai adoré par exemple la scène dans le stade à Atlanta entre Roman Reigns et Cody Rhodes, la scène entre CM Punk et Roman Reigns avant Survivor Series War Games, qui était aussi digne du cinéma, totalement. Et à ça, j'ajoute aussi, pour moi, une autre scène, alors qui ne concerne pas du tout Roman Reigns, pour le coup, cette fois-ci. La scène, aussi, donc, en décembre 2024, avec le 10e anniversaire du New Day, et ce segment très marquant, pendant lequel Xavier Woods et Kofi Kingston se sont définitivement, enfin en tout cas pour le moment, séparés, démarqués, distingués du revenant Biggie dans une scène déchirante et imprégnée de réel, de psychologie, de profondeur. Et j'ai adoré cette scène, elle était géniale. Mais pour moi, je peux pas ne pas faire gagner ce qui était pour moi la scène peut-être la meilleure de ces 10 dernières années à la WWE, et je pèse mes mots. Je me le disais déjà, vous vous en souviendrez peut-être, dans la série que j'avais faite sur Cody Rhodes, je me disais, cette scène-là est non seulement la meilleure de la route vers WrestleMania 40, mais en plus, c'est une des meilleures que j'ai vues dans la WWE depuis des années, vraiment. Et ça, quelle chance d'avoir ça. Est-ce que vous avez deviné de quelle scène je parle? Je pense que oui, la scène du parking où The Rock a tatané Cody Rhodes. Et attention, quand je dis ça, évidemment, c'est pas du tout le fait en gros de voir Cody Rhodes se faire massacrer ou quoi. Non, je parle en termes de spectacle, en termes de divertissement, en termes de storytelling. C'était incroyable, c'était un décor épique, une ambiance épique, la pluie, les camions avec les visages Stone Cold Cena, le bus de Cody Rhodes avec Pharaoh, son chien, le sang, les flaques d'eau, The Rock qui le traîne par terre, qui lui jette poubelle dessus, qui l'agresse, qui sort la ceinture Mama Rhodes avec le sang de Cody dessus. Enfin bref, tellement d'éléments créatifs, psychologiques, passionnants, divertissants. Évidemment, un jeu d'acteur de The Rock aux petits oignons, j'ai envie de vous dire, tellement c'était intense. Évidemment, il est allé dans le politiquement incorrect, mais ça rendait la scène encore plus réelle et forte. Puis aussi le jeu d'acteur de Cody Rhodes, qui lui a... je trouve, moi par exemple, qu'après avoir vu cette scène, ça rendait sa quête pour finir son histoire beaucoup plus, on va dire, personnelle, touchante et forte. Tu te disais, franchement, en ayant vu cette scène, qu'est-ce qu'il a dû subir là pour... et surtout, qu'est-ce que ça va être difficile pour lui de vaincre le final boss pour vraiment finir son histoire. Donc c'était une scène parfaitement réussie pour moi. Ensuite, révélation de l'année. Quels sont les catcheurs
qui ont plus ou moins débarqué ou débuté, ou alors vraiment été mis en avant en 2024, qui selon moi ont été les plus marquants. Alors, je vous dis, pour moi, ceux qui prétendaient à ce titre. Bah, Solo Sikoa, même si en réalité il a débuté avant, hein, il est pas nouveau en 2024, non, mais bon, il a quand même pris une autre dimension cette année, ça c'est clair, net et précis. Il est devenu le successeur en quelque sorte, même s'il l'a fait par la force de Roman Reigns pendant toute son absence, et je trouve que même si je trouve qu'il s'est trop éloigné du côté intimidant qu'il pouvait avoir en étant peut-être un peu trop clownesque parfois, un peu trop expressif, malheureusement. Malgré tout, c'est vrai que Solo Sikoa est quand même une superstar à part entière, fin 2024, crédible, malgré tout, même s'il a trop perdu à mon goût, mais il a quand même une aura différente de celle qu'il avait, ne serait-ce qu'à sa première apparition dans le roster principal, à l'automne 2022. Donc il fait partie de ceux qui ont quand même pris une autre ampleur en 2024. Et je mets aussi dans cette même catégorie Bronson Reed, l'homme au tsunami dévastateur, peut-être un des derniers big man à la WWE. Ensuite, je nomine aussi Bron Breakker, qui a aussi eu une année très spéciale pour moi. C'est clair que rien qu'en gagnant le titre intercontinental pour la première fois, rien qu'en arrivant dans le roster principal, et en devenant, en réalité, un des visages de Monday Night Raw à partir de son arrivée là-bas, je me dis, rien que pour ça, il a incroyablement progressé, Bron Breakker, puis j'apprécie toujours son intensité. Je trouve qu'il a montré, en tout cas en termes d'explosivité, en termes aussi techniques, je trouve qu'il a montré qu'il a tout le potentiel pour être le prochain visage dans quelques années de la WWE. Ensuite, puisque je mets aussi les catcheuses dedans, je mets donc Tiffany Stratton, c'est logique, vu ce que j'ai dit juste avant, et je mets aussi Jacob Fatu, qui lui a démarré cette année, en tout cas il a démarré en 2024, et c'est vrai que même si je regrettais quand même qu'il soit pas booké, ou alors même présenté plus terrifiant, en tout cas il avait le potentiel pour l'être selon moi, malgré ça, je dirais quand même qu'il est un de ces gros noms qui sont arrivés donc en cours de route en 2024 et qui ont su se rendre crédibles, se rendre importants, en l'occurrence dans la bloodline de Solo Sikoa. Il est un des personnages marquants dans cette situation-là, et rien que pour ça, je le nomine. Mais mon vainqueur, est-ce que vous devinez qui c'est? Si vous vous rappelez des coups de cœur que j'avais eus sur la chaîne l'automne 2024, vous serez pas surpris d'apprendre que pour moi, la révélation de l'année, c'est Bronson Reed. Oh oui, Bronson Reed le mérite. Il a été, pour moi, franchement, il a été intimidant, il a été fort, avec son tsunami, que j'adore. Il a été puissant, et je trouve qu'il aurait quand même mérité, il aurait peut-être pu avoir une ceinture intercontinentale dans tout ça. Il aurait pu avoir déjà une victoire vraiment dominante et incontestable contre Seth Rollins, mais bon, il a quand même eu un programme contre Rollins, un programme contre Strowman, qui était divertissant à regarder, je trouve, dans l'ensemble, hein. Et rien que pour toutes ces raisons, pour moi, pour quelqu'un qui fait un peu une arrivée à pas d'éléphant, hein, à la WWE, c'est déjà bien suffisant pour mériter ce statut de révélation de l'année. Bon, passons maintenant à la rivalité de l'année. Pour moi, 3 vrais prétendants. Je me disais, si je fais le bilan, que je repense à tous les PLE qu'il y a eu en 2024, et que je me demande qu'est-ce qui m'a le plus marqué, qu'est-ce qui m'a vraiment le plus impressionné, le plus embarqué, le plus intéressé, je me dis, pour moi, ça tient autour de 3 grandes rivalités. Après, j'ai conscience que certains en nomineraient d'autres, et c'est votre droit, de toute façon c'est purement subjectif comme je vous l'ai dit. On pourrait par exemple parler de tout ce qui concernait le Judgment Day, entre autres, mais pour moi, celles qui ont vraiment été les plus captivantes et les plus personnelles, enfin même les plus intenses à regarder, c'était... Alors, ça se joue entre Cody Rhodes et The Rock. Alors là, vous pourriez être surpris parce qu'ils se sont pas affrontés en 2024, mais je trouve que alors qu'on allait avoir Roman contre Cody 2 à WrestleMania 40, que en réalité,
la rivalité sous-jacente qui était la plus excitante dans cette Road to WrestleMania 40. C'était pas Roman contre Cody 2, c'était Cody contre The Rock, le final boss, parce que c'était nouveau, parce que c'était bien plus rafraîchissant et profond que ce qu'il avait avec Roman, en tout cas dans ce qu'on nous montrait. Donc rien que pour ça, et puis la scène du parking, la conférence de presse, les interactions qu'ils ont eues. Mais bon, peut-être que justement le fait qu'il n'y ait pas eu plus que ça, malheureusement, l'empêche de gagner. Parce que c'est vrai, c'est quand même important d'avoir un match pour gagner la rivalité de l'année. Sinon, autre nominé, je mets aussi Roman contre Solo Sikoa. Parce que oui, c'est vrai qu'à partir du moment où il y a eu tout cet angle autour du vrai chef de la tribu, Lula Fala, on va dire la reconquête de Roman Reigns, c'est vrai que ça a été pour moi évidemment le programme central, charnière de la WWE pendant toute une partie de 2024, Roman contre Solo. Et ça c'est très marquant je trouve. Mais bon, tout ça n'est pas pour moi au même niveau que ce qui est la rivalité de l'année à mes yeux. Alors, laquelle c'est? Drew McIntyre contre CM Punk. Et oui. Est-ce que vous êtes choqués? Moi personnellement, je trouve que ça peut totalement s'écouter qu'il soit la rivalité de l'année. Pourquoi? Ils ont eu tous les ingrédients qu'on peut espérer d'une rivalité épique et mémorable. Ils ont eu des matchs de grande qualité, notamment bien sûr celui à Bad Blood, le Hell in a Cell, qui est un des matchs de l'année. Ils ont eu aussi tout un storytelling sur plusieurs mois qui a été, on va dire, teinté de promos entre les deux hommes, de promos seuls aussi, de segments marquants, d'attaques, de violence. Ça s'est développé pendant des mois, et en réalité, à partir de fin 2023, pardon. Et on se rappelle bien sûr qu'en réalité, c'est donc la blessure au Rumble de Punk qui démarre tout, les t-shirts aussi de Drew McIntyre, ce qu'il faisait sur les réseaux sociaux, toute son attitude globale, même en dehors de Monday Night Raw, même dans les médias, tout ça. Je trouve qu'ils ont réussi à rendre cette storyline très personnelle, très intense, violente, intéressante, avec deux catcheurs vraiment charismatiques et bons. Donc rien que pour ça, pour moi, c'est la rivalité de l'année. Alors maintenant, on arrive au match de l'année. Ça, c'est peut-être la catégorie la plus importante. Match de l'année, c'est vrai que ça, c'est une expression qu'on entend très souvent dans le catch. C'est le match de l'année, c'est un match 5 étoiles, c'est extraordinaire. Mais concrètement, si je devais en retenir qu'un de 2024, lequel ce serait? Et ça, écoutez bien, comprenez bien la nuance quand je dis si je devais retenir qu'un seul match de 2024, lequel ce serait? Et parce que ça implique autre chose qu'un simple match spectaculaire. Ça implique aussi ce qu'il a représenté en 2024, ce qu'il a apporté, enfin plutôt dans quel contexte il se situe en 2024 et ce qu'il représente à l'échelle de l'année globale, et même à l'échelle de toutes les années avant, en réalité. Là, peut-être que vous avez déjà deviné lequel je vais choisir. Je trouve que c'est quand même assez évident, en fin de compte. En gros, je vous cache pas, j'hésitais entre deux. Je me disais, le Drew McIntyre contre CM Punk de Bad Blood, le Hell in a Cell, était extraordinaire. Déjà, sur le moment, je me disais que c'était tout ce qu'on pouvait espérer d'un match de catch. Une histoire, du sang, de la violence, de l'intensité, des catcheurs charismatiques. L'aboutissement d'une histoire qu'on a suivie avec passion pendant des mois. Mais bon, je pourrais dire, à l'exception du sang, la même chose pour un autre match qui est mon gagnant. Allez, je fais pas durer le suspense plus longtemps, c'est Cody Rhodes contre Roman Reigns 2, donc la nuit 2 à WrestleMania 40, main event de WrestleMania. Alors ça tombe quand même très bien que le match le plus important de l'année soit aussi, à mes yeux en tout cas, le match de l'année. Et je peux très bien vous le justifier. Encore une fois, vous noterez que je ne parle pas en tant que fan de Roman Reigns, je parle vraiment en tant que fan de catch, de spectacle, de divertissement, d'histoire, de star. Ce match-là, franchement, en termes d'émotion, en termes de chronologie, de structure, de ce qui s'est passé, je me dis, il a tout. Il a été long, il a été très progressif, et puis, évidemment, à partir du moment où il y a eu des intervenants, c'est devenu de plus en plus fou, avec, évidemment, Solo Sikoa, enfin, les Usos, Jimmy, Jay, Solo Sikoa, John Cena,
The Rock. Alors mon seul regret pour ce match-là, ce serait de ne pas avoir eu The Rock présent dès le début. Parce que vu tout ce qu'il a pu dire en amont sur le fait qu'il empêcherait à tout prix Cody Rhodes de gagner, on aurait pu imaginer qu'il soit peut-être arbitre, ou alors qu'il soit en commentateur, ce qu'il aurait très bien fait, je pense. On aurait pu l'imaginer bien plus présent qu'il ne l'a au final été. Ça, c'est mon seul regret sur ce match. Mais bon, le reste était tellement fort et mémorable que ça s'était éclipsé, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que t'as quand même l'Undertaker. Alors, oui, si je suis totalement honnête, j'aurais préféré, évidemment, et c'est ce qui était prévu à la base, s'il n'y avait pas eu des histoires de se mettre d'accord. Malheureusement, dans ces cas-là, il faut que tout le monde soit OK sur tous les, on va dire, toutes les conditions de cette apparition. En l'occurrence, je parle de Stone Cold Steve Austin, qui aurait dû apparaître à la place de l'Undertaker pour moi, ce qui aurait eu bien plus de sens pour cette intervention sur The Rock. Mais bon, c'était quand même marquant, t'avais quand même l'Undertaker dans le main event de WrestleMania pour intervenir, et il y avait quand même un sens à y trouver, bien sûr. Et puis, t'avais la fin du règne légendaire. Et puis non, je dois quand même mentionner le moment où Roman Reigns, 10 ans après, quel storytelling, quelle histoire, se fait avoir, en tout cas, se fait distraire, perturbé par le passé qui se réactualise dans le présent avec Seth Rollins. Ça, c'était incroyablement bien écrit, je trouve. Et puis ensuite, évidemment, le happy end qui a encore plus de valeur quand tu repenses à WrestleMania 39 et tout le chemin parcouru tous les mois d'avant par Cody Rhodes. Et le fait donc que ce soit en plus la fin d'un règne épique et légendaire, le plus long de l'ère moderne. Tout ça réuni fait que c'est impossible de ne pas mettre ce match-là comme match de l'année. C'est le plus important de l'année, c'est le plus épique de l'année. Alors, il y avait qu'en plus évidemment le happy end à la fin, certes. Bon, même si j'étais aussi triste que le règne de Roman Reigns se termine, c'était quand même l'histoire de Cody Rhodes qui se terminait, le moment tant attendu, l'émotion. Samantha Irvine qui avait les larmes, en tout cas, qui dans ses annonces était pleine d'émotion, elle aussi. L'entrée de Roman Reigns qui était épique. Oh bon sang. Tout ça réuni me fait dire que, franchement, c'est le match de l'année. Enfin bref, vous l'aurez ressenti, c'est dur de choisir, c'est très dur de choisir, de faire des choix, surtout quand on a vraiment des candidats vraiment de qualité. Et évidemment, j'en viens à vous demander, à vous, quels sont vos vainqueurs? Pour chaque catégorie, dites-moi qui est votre gagnant. Je serais vraiment très curieux de le lire, hein. Très curieux, surtout que c'est très très dur à faire comme choix. En tout cas, j'attends vos choix à vous, vos élections à vous, avec grand plaisir. J'en profite pour vous remercier pour votre participation à la vie de la chaîne, les commentaires, les likes. Évidemment, ça m'aide et j'en suis très reconnaissant. Et puis, je prends plaisir à les lire. Donc, tout ça, n'hésitez pas. C'est que du bonheur, allez-y. Et je conclurai en disant que j'espère que 2025 proposera, en tout cas, même si il n'y avait pas une quantité, enfin, il n'y avait pas pour moi, en tout cas dans mes goûts à moi, une abondance de candidats pour chaque catégorie, mais par contre, il y avait quand même des candidats très forts dans chaque catégorie. Et ça, c'est quand même un luxe qu'il n'y a pas toujours eu dans toutes les années du catch. Donc, enfin, en tout cas, à la WWE. Donc, je conclurai en disant que j'espère que 2025 proposera un aussi bon cru que 2024 dans chaque catégorie. Et je suis bien curieux de qui gagnera l'année prochaine. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.